Bienvenue à la communauté des consciences qui s'éveillent. Chaque mercredi matin, écoutez une interview exclusive avec un intervenant passionné par le mieux-être, alliant un équilibre entre l'âme, le corps et l'esprit. Des personnes en quête de sens porteront leur voix au micro du podcast pour vous apporter une meilleure connaissance de vous-même, des autres et de l'environnement. Il y aura aussi bien des thérapeutes que des médecins, des auteurs, mais pas que, puisqu'il y aura aussi des artistes, des réalisateurs, des journalistes et des porteurs de projets sens. Mon objectif est qu'après chaque interview, votre énergie se sente décuplée, que vous soyez reboosté pour croire en vos rêves et pour continuer votre cheminement personnel. Je m'appelle Evelyne Danglo, je suis professeure de français langues étrangères, mais aussi passionnée par le fonctionnement de l'humain, un brin idéaliste et rêveuse. Je suis convaincue que nous sommes des êtres illimités et que nous pouvons transcender toutes nos croyances limitantes pour arriver à une meilleure version de nous-mêmes sur Terre. Pour soutenir ce projet Sens, vous pouvez vous abonner au podcast pour suivre tous les épisodes, vous abonner à la newsletter sur le lien Linktrambio via le compte Instagram ou Facebook, nous suivre sur les réseaux mais aussi faire un don ou commander un Zafou ou Bolster de la marque Consciousness, fabrication française et produits de grande qualité assurés. Très belle écoute, à bientôt. Bonjour Karine, bonjour aussi à la communauté des consciences qui s'éveillent. Je suis très contente d'accueillir Karine au micro du podcast. Comment ça va Karine du Québec? Salut Evelyne, ça va très bien, merci de m'accueillir. Je vais faire une petite présentation justement parce que j'aimerais qu'on parle aussi de ton parcours, de ton concept, de ton cheminement. Et donc, je sais que tu as plein de belles choses inspirantes à partager à la communauté. Et donc, c'est pour ça aussi que ça me tenait vraiment à cœur de te proposer cette interview et de partager aussi tout ton parcours, tout ton background, comme on dit en anglais, pour vraiment que tu puisses libérer ta voix et puis continuer ton inspiration. Merci. Alors, pour commencer, donc durant cette discussion, on va parler de ton concept intitulé Quantique Mama. Depuis plus de 20 ans, tu as accompagné des milliers de familles qui vont devenir parents. D'abord en tant que doula, tu l'expliques d'ailleurs très bien sur ton site internet, et rapidement comme sage-femme. Donc tu as déjà baigné dedans depuis un certain moment. Tu as assisté à des centaines d'enfantements à domicile et en maison de naissance. D'ailleurs, je tenais vraiment à préciser en fait que j'avais eu des recommandations d'une personne que j'ai interviewée moi-même, comme je t'avais dit, qui s'appelle Jeanne Lemans. Et c'est aussi pour ça vraiment que je tenais à te donner la parole. Et donc, je voudrais aussi expliquer quelque chose, c'est que tu expliques qu'au fil de tes recherches et de tes expériences, tu t'es spécialisée dans l'approche quantique de la naissance. Tu parles même d'un nouveau paradigme, on va y revenir. Aujourd'hui, tu as une superbe grande communauté aussi qui te fait confiance, qui te suit à travers le monde, avec plus de 34 000 followers sur ton compte Instagram notamment. Alors, est-ce que, Karine, tu peux toi-même te présenter et nous expliquer le parcours qui t'a mené à exercer ton activité cœur, passion que tu fais aujourd'hui? Ah, merci. Je trouve que tu m'as très bien présenté. Ben oui, donc voilà, je suis la créatrice de Quantique Maman. Je suis aussi la co-créatrice de l'école quantique avec où on forme des doulas large spectre. Donc, c'est vraiment une formation très spécifique qui dure 10 mois. Donc, mais j'ai aussi co-créé ça. Avant tout, je suis maman de 4 Mm. enfants. C'est vraiment la naissance de mon premier enfant, mon premier fils, parce que j'en ai eu deux. Euh, Quand il est né, du haut de mes 21 ans tout frais, vraiment, sa naissance, ça m'a illuminée. Je ne m'attendais pas à Mm. ça. Euh, Intuitivement, je savais que je voulais avoir un enfantement naturel. Je n'avais pas trouvé de sage-femme. Finalement, je suis allée accoucher à l'hôpital avec un médecin. Ça s'est super bien passé parce que je suis arrivée là-bas, puis en 1 heure, tout était fait. Donc, j'avais déjà fait beaucoup de travail chez moi avant. Et vraiment, c'est quand on m'a déposé mon fils sur mon cœur, j'ai Mm. explosé d'amour d'un pour lui, mais j'ai aussi explosé d'amour et de curiosité de ce grand mystère de la mise au monde. Avant même que son placenta soit né, je savais que je voulais devenir sage-femme. Je savais que c'est ça que j'allais faire dans la vie.
J'avais 21 ans à l'époque, j'avais pas, tu sais, j'avais arrêté mes études après mes études secondaires. J'étais partie en voyage parce que je savais pas encore trop ce que je voulais faire dans la vie. Et c'est vraiment, là, tu sais, le fait de toucher à cette intensité de la naissance, d'être traversée par mon fils, puis, tu sais, de survivre Mhm. au processus parce que à un moment, j'ai pensé que j'allais mourir. Je Waouh. pensais que ça s'arrêtait là, ma vie, à 21 ans. Puis, j'étais comme, une fois que j'étais arrivée de l'autre côté, là, avant même que son placenta soit né, tu sais, j'étais comme, hey, moi, c'est sûr que je deviens sage-femme dans ma vie, là. C'est ça que je vais faire. Je ne savais pas ce que je voulais faire, là, mais là, je sais ce que je vais faire. Ouais, tu l'as Donc, senti là. ouais, ça fait maintenant plus de 22 ans que ça dure, cette histoire Mhm. d'amour avec les naissances. J'ai été sage-femme au Québec pendant presque une dizaine d'années. Avant ça, tu sais, j'étais étudiante, puis avant ça, j'étais plus hors système, donc ce qu'on appelle dans le langage acceptable une pratique illégale. Mais bon, à l'époque, je ne savais pas que c'était Mhm. illégal, Euh, donc j'étais bien innocente. Mais maintenant, je n'ai plus mon titre de sage-femme au Québec. Euh, Mhm. mais j'ai une pratique de sage-femme au Costa Rica où on vit avec ma famille. Là, ben, en tout cas, dans les dernières années, c'est là qu'on a vécu le plus. Là, on est de retour au Québec pour quelques temps. On ne sait pas trop combien de temps. Déjà que la jungle nous rappelle. Là. Fait que, Ah ouais, on va sûrement super. y retourner bientôt. Ah ouais, d'accord. Donc, Ouais. c'est vraiment l'appel du Costa Rica, quoi. Oui, Waouh. depuis 2019, tu sais, on a principalement vécu là-bas. On a une terre là-bas avec une maison. On a un grand projet D'accord. tu sais, on a un grand projet sur cette terre. On verra ce que ça Mhm. donne. Mais déjà, on a construit une petite casita pour les accouchements. Puis il y a déjà eu le premier accouchement qui a eu lieu sur la terre en décembre dernier. Et les parents habitent toujours là parce que Waouh. c'est pratique et on est comme toutes tombées en amour. Donc, on construit une petite communauté là sur la terre. À Waouh. voir où on ira avec ça, mais oui, le Costa Rica, c'est vraiment notre terre d'adoption pour le moment, je dirais. Mm. Affaire à suivre, tu nous diras, hein. On veut savoir. Je voulais donc vraiment pour revenir dans le cœur du sujet, qu'est-ce que l'approche, je ne sais pas si on entend parce que ça a coupé, pour revenir dans le cœur du sujet, qu'est-ce que l'approche quantique de la naissance? Comment est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est? En fait, l'approche quantique de la naissance, c'est arrivé officiellement là, dans le monde des naissances en 2018, quand j'ai écrit mon séminaire nommé Approche quantique de la naissance, l'enfantement entre science et sacré. Mais avant ça, l'histoire a commencé bien avant ça, plusieurs années avant, quand j'ai commencé à tester un nouveau langage pour enseigner la naissance que j'ai appris auprès des enseignements de Wapio Diane Bartlett, qui a vraiment changé ma vie, qui m'a comme illuminée avec des nouvelles notions, tu sais, euh, pour expliquer les états modifiés de conscience de la personne qui enfante. Et quand j'ai suivi ces enseignements, tu sais, j'ai été vraiment illuminée. Puis là, c'est là qu'est venu le concept du vortex de la naissance. Là, tu sais, je suis allée faire la formation de Wapio, puis après, je suis revenue, puis j'ai dit, ah, mais dans le fond, c'est comme partir dans un vortex. Puis là, on part dans un ailleurs, puis on se fait traverser, puis on se fait fragmenter, puis on revient de là, mère avec un bébé, tu sais. Et là, je me suis mis à enseigner toutes les étapes du vortex, comment on navigue les sensations, comment on peut favoriser de vraiment s'abandonner, de vraiment se laisser ouvrir, mais pas juste dans son col, mais vraiment avant tout, d'abord dans son cœur, dans sa psyché, de se laisser fragmenter dans qui on est, parce que vraiment, quand on enfante de façon physiologique, sans péridurale, on fait tout un voyage, puis on vit une dissolution de notre ego, là. On vit une dissolution de qui on est, puis, puis quand on revient de là, ben, on n'est plus la même, là. Ah non, ça Et, c'est sûr. et donc, j'ai enseigné le vortex comme ça pendant un temps, puis à un moment donné,
J'ai eu la commande de la maternité mutualiste à Grenoble qui m'a écrit, qui m'a dit, Karine, on veut que tu nous fasses un séminaire pour les professionnels. Et c'est là qu'est né le séminaire Approche quantique de la naissance. L'approche quantique, en fait, c'est vraiment d'approcher la naissance, mais après ça, une fois qu'on comprend ça, on peut l'appliquer à toute la vie, à la mort, etc. C'est vraiment d'approcher avec cette conscience de l'invisible et de son impact sur le visible. Alors, je dis souvent, la femme qui enfante entend tout haut ce que tout le monde autour pense tout bas. Donc, si moi, comme sage-femme, je rentre dans une chambre de naissance à la maternité, peu importe, puis que, tu sais, je me dis, ah, c'est bien trop long son accouchement, ça va finir en césarienne cette affaire-là, tu sais, j'y crois pas, bien, ça va se palper dans l'air que moi, la sage-femme qui est là, j'y crois pas à son accouchement. Puis la femme va souffrir de l'impact de mes pensées. Donc, vraiment, tu sais, l'approche quantique, c'est ça. Donc, comment on est conscient de l'énergie qu'on apporte dans une naissance, puis qu'on prend la pleine responsabilité de ce potentiel impact positif ou négatif ou neutre, puis qu'on vraiment, on va, tu sais, si on a à aller dans l'espace de naissance avec conscience, avec respect de ce qui se passe. Et que si on remarque que, OK, là, j'ai des pensées négatives ou, tu sais, je suis fatiguée, puis là, je commence à nuire à l'espace, comment j'ai l'humilité de reconnaître ce qui se passe en moi et de dire, ben, je vais aller me recalibrer, là, tu sais, je vais aller me réguler, donc je vais sortir, puis aller gérer mes shit, là, tu sais, si j'ai besoin d'aller libérer mes peurs parce que hier, il y a eu une grosse hémorragie, la fille, elle a perdu son utérus, par exemple, ben, je ne veux pas l'amener dans ma naissance aujourd'hui, tu comprends? Là, je donne un exemple vraiment extrême. Là. Moi, dans ma pratique, aucune cliente en 22 ans là, qui a perdu son utérus. Là. Je sais que ça arrive. Je donne un extrême. Là. Donc, c'est vraiment ça, l'approche quantique. Donc, comment on est conscient de l'impact qu'on a dans l'espace parce qu'on est un être humain qui vibre, qui a une densité physique et qui a un impact sur l'espace à travers l'invisible. Puis, dans mon séminaire Approche quantique, j'explique, comme on est programmé à l'ère moderne, puis depuis longtemps, à croire que tout ce qu'on touche, c'est ce qu'on palpe, c'est ça la réalité. Mais en fait, la réalité qu'on touche et qu'on palpe, c'est seulement le 0,0001% du grand tout de la réalité. Mais c'est le 0,001% ou on pourrait dire le 1% pour faire ça simple, qui est le résultat de tout ce qui vibre autour dans l'invisible. Tu comprends? Donc, du 99,9999%. Fait que, tu sais, comment on travaille avec ce grand tout en ayant l'humilité qu'on n'est pas grand-chose, mais qu'on a quand même Puis, tu sais, comment on marche notre chemin de vie avec cette conscience-là. La personne qui enfante, elle est dans une danse symphonique, hormonale, biomécanique, psychique, émotive, tout le kit, où elle est perméable à tout ça. Alors, si elle a des gens autour d'elle qui la supportent, qui croient en elle, qui l'encouragent, elle va être perméable à ces encouragements. Mais si elle est entourée de gens qui lui disent « Ah, mais là, ça fait longtemps, hein, puis ton bébé ne descend pas, puis là, il faudrait peut-être que tu prennes la péridurale parce que c'est pas normal comment ça fait mal, là. Puis, tu sais, ton bébé, il a besoin d'aide, là. » Ben, c'est sûr qu'elle va te croire, tu sais. Puis, peut-être qu'au début, elle va être méfiante, mais elle est tellement perméable que si tu insistes, elle va finir par dire « OK, faites-moi là la césarienne, tu sais. » Même si je le sais que dans mes tripes, là, je serais capable puis j'en ai pas besoin, mais c'est juste qu'elle est influençable, elle est perméable, puis oui, on peut dire qu'elle est vulnérable. Tu sais, moi, je trouve que les femmes qui enfantent l'humanité, c'est des déesses extrêmement puissantes, sauf que même dans cette puissance, il y a une vulnérabilité qui est très influençable, qui est très perméable à l'environnement autour.
Parce que l'accouchement comme tel, c'est une symphonie hormonale qui est reliée au cerveau primitif. Le cerveau primitif, qu'est-ce qu'il fait? Il scanne l'environnement puis il réagit en fonction. Fait que s'il scanne à l'environnement que c'est menaçant, ben, il va arrêter de faire de l'ocytocine qui est sécrétée à partir de l'hypophyse postérieure dans le cerveau primitif. Donc, tu sais, s'il scanne danger, 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 il va arrêter de faire de l'ocytocine. Donc, of course, il n'y aura plus de contraction. Donc, of course, les gens autour vont dire, ben là, tu vois, tu n'as plus de contraction, il faudrait qu'on t'aide, on va te donner un petit peu de photo, tu sais, on a ce qu'il faut, blablabla, puis là, ça va faire plus mal, fait que prends l'épidurale. Mais à la base, le cerveau, il a juste identifié comme menace, menace, on va arrêter d'accoucher, on va lui donner le temps de s'en aller, puis d'aller se trouver un endroit plus sécuritaire, puis là, on va repartir le truc. Sauf que, c'est ça. On est ça me fait... nous, là, donc... Mais en fait, ça me fait penser aux chats qui font accoucher dans un coin, tu sais, où ils ont besoin aussi de se réfugier, d'être en sécurité. Ça me fait penser à ça, quoi. Mais tu sais, les chats, en tout cas, moi, on a comme une petite fermette, nous, là. Maintenant, on a moins d'animaux, là, parce qu'on a essayé en 2 pays, mais il y a une époque où on avait des chats, puis il y avait toujours des petits chatons. Puis, à chaque fois qu'il y avait un accouchement, ma chatte, elle n'allait pas nécessairement s'isoler à l'autre bout pour qu'on ne la voie pas, parce qu'on avait une relation qui était sécurisante pour elle. Donc, elle venait, puis elle s'installait près de nous parce qu'elle savait que le support qu'elle allait avoir de mes enfants, de nous, allait être positif, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que on peut s'inspirer aussi de ça dans les animaux. Parce que oui, c'est vrai qu'on entend la chatte, elle va accoucher tout seul. Puis oui, elle accouche tout seul, mais moi, ce que j'ai remarqué pour avoir vu mes chattes avoir plusieurs bébés, puis en perdre, puis des fois mourir, puis il y en a même une qui est malheureusement décédée en accouchant, mais comme c'est qu'elle venait, elle se rapprochait parce que il y a quelque chose, il y a une médecine dans le fait d'être supporté, encouragé, d'avoir des gens autour de toi qui disent « Ah, tu le fais, c'est ça, t'es tellement extraordinaire, puis tout ça, tu sais. » Mais c'est sûr que si elle sent qu'on va y faire du mal, elle va aller accoucher, tu sais, dans son trou, là. Oui. Alors, il y a quelque chose aussi que tu exclames haut et fort, c'est que le savoir, c'est le pouvoir. Et c'est vrai qu'en t'écoutant, là, déjà, tu nous partages beaucoup de choses, beaucoup de savoir. Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à, tu sais, clamer haut et fort qu'il fallait transmettre cette connaissance au plus grand nombre? Parce que c'est ça aussi ce que tu fais, c'est vraiment cette pédagogie. Tu es pédagogue. Tu veux transmettre, tu veux donner des outils, tu veux que les femmes sachent. Oui, moi, j'ai pris ma retraite de mon poste de sage-femme au Québec pour devenir pédagogue dans la naissance. C'est ça que j'ai fait. C'est vraiment ma mission dans ma vie, c'est de rendre les connaissances accessibles à tout le monde. Parce que quand on sait, ben on sait. C'est quand tu sais, tu peux pas plus savoir. Puis quand tu sais, tu peux pas te faire berner par quelqu'un qui va prétendre que tu sais pas, tu sais. Ben parce que tu sais. Fait que pour moi, c'est important, les connaissances. Puis, tu sais, je veux juste dire, puis ça, c'est important de le dire, moi, je suis convaincue que la femme a tout ce qu'il faut en elle pour accoucher son bébé, le placenta qui vient qu'elle pourrait être dans le fond du bois, dans le fond de la jungle, pas avoir accès à aucune information, mais que si, tu sais, elle est bien dans son environnement, tout ça, elle va accoucher puis ça va se faire là. Elle n'a pas besoin de tout savoir pour accoucher. Cela dit, on ne vit plus dans le fond de du bois puis de la jungle, connecté à la nature, dans nos connaissances de survie humaine, d'Homo sapiens sur Terre, là. On est à l'ère moderne, on est programmé, on a plein de peurs, on a plein de fausses croyances en lien avec la naissance. Notre premier réflexe quand on découvre une grossesse, c'est de se trouver un médecin ou une sage-femme pour se faire prendre en charge parce que c'est ce qu'on nous a appris. Donc, on s'en remet tout de suite à quelqu'un d'autre.
on prend notre autorité intérieure, on le donne à quelqu'un d'autre, puis tu me le diras s'il y a de quoi qui ne va pas, tu sais. Fait que moi, ma job, c'est de dire, ben regarde, ça, c'est la parenthèse de l'histoire dans laquelle on est né, puis là-dedans, on est vraiment programmé. Tu sais, des fois, je dis en bon québécois, je dis, on est vraiment full of shit, tu sais. On est vraiment full of shit, tu sais. On pense que l'accouchement, c'est dangereux, qu'on peut mourir. Oui, on peut mourir en accouchant, mais on peut mourir en allant, tu sais, on a bien plus de chances de mourir en prenant notre auto à chaque fois. C'est quand même rare qu'on meure en accouchant si on est en santé, qu'on est bien supporté, qu'on a un accouchement physiologique. La naissance, c'est no big deal. C'est l'histoire de l'humanité, là. Mais à l'ère moderne, on a été programmé à penser que oh, it's a fucking big deal! Faut se faire prendre en charge, sauvez-moi, dites-moi comment faire parce que moi, je suis une pauvre incompétente qui ne sait pas accoucher mes bébés. Bullshit. Parce que, je veux dire, si tu es né avec un utérus, là, puis que tu es capable d'avoir ton ovule qui est fécondé, s'implanter dans ton utérus, se développer, faire un placenta, un bébé, une poche amniotique, puis amener ça à terme, toute seule chez vous, là, tu peux aller chez le médecin une fois ou de temps en temps, ça va durer 15 minutes, mais la vérité, c'est que 24 heures sur 24, c'est toi qui portes cet enfant qui l'amène à terme. Ton corps, il est fait pour être capable de le sortir quand il va arriver à terme, tu sais. Fait que moi, ma mission, c'est de venir un peu déprogrammer ces mythes, ces fausses croyances, ces peurs qu'on nous a inculquées autour de la naissance, puis de vraiment encourager cette réclamation de son pouvoir à travers les connaissances. C'est pour ça que j'ai fait les préparations virtuelles à la naissance. J'ai une préparation virtuelle au postnatal aussi, parce que là, on parle de la naissance, mais le postnatal, c'est là que ça commence vraiment, là, l'histoire. Je veux dire, ça commence avant, mais l'accouchement comme tel, ça dure un jour ou deux dans ta vie, là. Mais le postnatal, après, c'est pour toujours. Puis, on n'a pas beaucoup de chances, d'opportunités dans notre vie d'avoir des enfants. Puis, tu sais, chaque enfant, c'est très, très précieux là, qu'on a dans notre vie. Donc, et si on essayait de le faire le plus consciemment possible, puis d'élever cette nouvelle génération d'enfants, tu sais, vraiment avec cette intention de maternité, de parentalité proximale, optimale pour leur bon développement, sécuritaire, tu sais. Hyper important, ouais. Hyper intéressant, mais c'est vrai que je voulais rebondir aussi sur quelque chose, c'est que tu as raison, enfin, il y a tellement aussi, tu vois, de stéréotypes. Beaucoup de femmes, même dans mon entourage, me disent: «Mais tu pas peur de l'accouchement? Est-ce que tu vas prendre une péridurale? Comment ça se passe?» Et en fait, c'est beaucoup de négatifs qui revient tout le temps, quoi. Ou alors les accouchements surmédicalisés où les femmes en gardent un très mauvais souvenir. Il y a une grande partie de ma clientèle qui arrive sur mon site de Quantique Maman parce qu'elles ont vécu une première expérience ou même 2 premières expériences qui étaient optimales ou qui étaient même voire traumatiques. Puis elles cherchent autre chose. Elles se disent, il doit bien y avoir une autre façon de faire ça. Puis là, c'est là qu'elles arrivent sur mon site, qu'elles font ma prépa naissance, puis que là, elles réalisent, oh putain, c'est pas moi, c'est pas mon corps le problème. C'était que j'avais pas le bon réseau de soutien, j'avais pas le bon environnement. Il y avait des choses dans l'environnement qui nuisent à mon processus. Donc, mon corps, au final, il a été super intelligent de réagir comme ça. Il n'a pas défailli. Il a très bien fait son travail. Mais sauf que le fait est qu'il y a quand même un trauma qui est là souvent, puis il faut aller détricoter ça. Et il y a beaucoup de guérison qui se fait dans cette réclamation de son pouvoir, dans ce détricotage des récits traumatiques de naissance. Et là, le fait de vivre un enfantement physiologique normal, tu sais, je ne suis pas en train de dire que ça va être un orgasme, là. Pour certaines personnes, c'en est un, mais la plupart du temps, c'est un gros travail. Puis, tu sais, à un moment donné, on pense mourir, puis moi, je dis toujours, c'est ta petite mort, là. Tu sais, il y a une mort, il y a une dissolution de ton ego, puis il faut que tu passes par là. Tu sais, c'est inévitable. Sinon, tu vas prendre la péri, ou tu prends la césarienne, puis là, tu vas sauver, tu sais, tu vas passer à côté. Mais
Mais quand tu y vas, ben, tu le vis, tu sais. C'est vrai que il y a énormément, je vais juste fermer ça, il y a énormément de gens qui parlent de l'accouchement en disant ça fait mal, ça fait peur, et comment ça, t'as pas peur, tout ça. Ben, c'est parce que quand tu touches à ça, puis que tu te rends compte, OK, no big deal, I've got this. Ben, sérieux, c'est possible d'aller accoucher puis d'avoir du fun, de faire comme, d'être content d'avoir des contractions, d'avoir tes contractions, puis de faire oui, oui, puis, tu sais, il y a un moment où ça fait mal, puis tu passes à travers, puis après, le bliss que tu as, l'extase que tu as quand ton bébé est là, puis que, tu sais, c'est priceless, là. Ouais. Moi, je suis une junkie des accouchements, puis c'est terrible, l'idée que ça m'arrivera plus, tu sais. Je pense pas que ça va m'arriver à nouveau, là. Puis à chaque année qui passe, tu sais, je vais avoir 44 ans très bientôt. Fait que comme à chaque année qui passe, ça confirme que ah, mais j'en ai Peut-être dans une autre vie, peut-être, mais là. ouais, on verra. On va voir. Alors, Karine, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça se passe, les préparations virtuelles à la naissance? Oui. Bien, en fait, les prépas virtuels, c'est comme un cours en ligne qu'on achète sur mon site quanticmaman.com. Et en fait, il y en a une pour la naissance. Donc, vraiment, c'est un voyage à travers ce que moi, j'estime qui est important de savoir pour préparer une naissance dans ta conscience, dans toute ta puissance, puis dans ta confiance. Fait que, tu sais, par exemple, dans ma prépa naissance, on va parler, tu sais, de la symphonie hormonale, de la biomécanique, du troisième trimestre de la grossesse. Qu'est-ce que tu peux faire pour préparer ton corps? Puis après ça, on fait tout le voyage à travers le vortex de la naissance, étape par étape, où là, tu sais, on part de la fin de grossesse jusqu'à la naissance du bébé, du placenta, la première tétée, puis le postnatal. Fait que c'est un peu ça. Pour les étapes postnatales, ben là, on est vraiment sur le postnatal. Tu sais, on vient déconstruire les mythes, etc., les croyances, puis donner des outils pour vraiment ce que moi j'appelle les parents du nouveau paradigme. Donc, souvent des parents qui choisissent la parentalité proximale, consciente. Puis, tu sais, on n'est pas dans des. L'idée ici, c'est pas de tomber dans des, comment dire, dans des clichés ou, tu sais, comme il faut que tu sois comme ça. Mais c'est plus, tu sais, de savoir comme il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis moi, ben, j'ai envie de mettre ça, puis ça en pratique, puis peut-être ça, puis explorer c'est quoi ma couleur, ma palette de couleurs comme parent là-dedans, tu sais. D'accord, Et pour chacun les vient connaît vraiment pas, piocher. comment? Ouais, mais c'est Chacun juste vient que piocher. si on ne les connaît pas, la palette de couleurs, tu sais, ben, on peut pas Ah savoir. oui, on peut pas choisir, c'est sûr, Moi, je ouais. dis souvent à mes clients, moi, mon rôle, c'est de te montrer le menu, puis de t'expliquer ce qu'il y a dedans. Puis après, c'est toi qui décides ce que tu manges. Mais tu sais, si je t'explique pas les mets, tout ça, ça se peut que t'en manques quelques-uns qui sont vraiment bons, tu sais. Ouais. Mais je sais plus ce que je voulais, tu vois, j'ai rigolé, là, j'étais tellement dedans que j'ai oublié ma question. Tu me parlais de ça, je sais plus. Mais en tout cas, je voulais revenir sur quelque chose, c'est que j'avais écouté un de tes podcasts et je trouvais ça hyper intéressant, ce que tu partageais aussi dans ton podcast. Je sais que tu partages pas mal de sujets. Là, pour le coup, tu nous expliquais, ben, bien sûr, tu sais, cette, surmédicalisation, enfin, tu parlais de toute cette souffrance aussi qui avait pu être causée. Donc tu en parles, régulièrement quand même, ça fait l'objet de pas mal de sujets. Alors est-ce que tu peux nous parler, un peu de ton podcast? Qu'est-ce que tu partages, à ta communauté? Oui, ben, j'ai une chaîne de podcast Tisser l'invisible que j'ai partie en 2020.
Et faut mettre un peu en contexte parce que si les gens vont sur la chaîne, il faut qu'ils sachent dans quoi ils s'embarquent. Parce que c'est vraiment une chaîne de podcast où oui, je parle de la naissance, mais je parle de plein d'autres choses. Comme là, celui qui va sortir cette semaine, il est plus en lien avec le sujet des mamans entrepreneurs. Fait que je parle aussi d'entrepreneuriat sacré, mais aussi de ce que j'appelle ma freak show family, qui vit en 2 pays, tout ça. Puis ce podcast-là, je l'ai parti en 2020 parce que notre fils aîné, celui qui est né en 2001, est décédé en mai 2020. Après plusieurs mois suivant sa mort, j'ai vraiment eu le syndrome de la page blanche. Parce qu'avant sa mort, moi, j'écrivais beaucoup. Je faisais des billets de blog, tout ça. Donc, c'était vraiment mon médium. Et quand Sévan est mort, après plusieurs mois, j'ai essayé de revenir, puis je n'étais plus capable d'écrire. Et j'ai entendu Sévan qui me disait, parce que je l'entends, surtout au début, je l'entendais beaucoup, mais je l'entends encore aujourd'hui. Il me disait, mais fais un podcast, moi. Fais un podcast. Juste à prendre va t'acheter un micro, tu sais. Puis là, je suis allée m'acheter un micro, puis c'est comme ça que j'ai commencé avec ma chaîne de podcast. Donc, c'est vraiment une chaîne qui est, tu sais, à la base, tu sais, inspirée de ma résilience de maman là, en train de tisser l'invisible de sa maternité, tu sais. Fait que c'est pour ça que ça s'appelle Tisser l'invisible. De ma maternité d'un enfant qui est dans l'invisible maintenant. Et bien sûr, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épisodes en lien avec la naissance. Fait que, ouais. Fait que je reviens à ta question par rapport à l'hypermédicalisation. C'est ça. On est dans une ère où tout est hypermédicalisé, là. Mais surtout, tout ce qui est autour de la femme, particulièrement. Et c'est intéressant de comprendre, de réaliser, je trouve, que tous les portails importants de la vie d'une femme ont été médicalisés. On pense aux premières menstruations, comment c'est médicalisé, à la contraception, à la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, la maternité, la ménopause. C'est tous des portails extrêmement médicamentés, médicalisés, pathologisés, alors que c'est l'histoire de l'humanité. Quand on revient à la base d'une hygiène de vie optimale, d'un équilibre de vie, même dans ton système nerveux, etc., c'est des portails qui sont vécus tout à fait naturellement, depuis que le monde est monde. C'est juste que maintenant, on a hyper médicalisé tout ça. Et en plus, on a mis du tabou autour de ça. Donc, le tabou autour des règles, le tabou autour de la ménopause, les règles, c'est dégueulasse, ça pue, tout ça. Après ça, c'est ça, on peut en parler. Mais après ça, comment la ménopause, qui est le dernier portail avant la mort, on a plusieurs années entre la ménopause et la mort, là, quand tu reviens. Mais le dernier portail de la ménopause, comment c'est teinté de tabou, de honte. Ah, tu sais, elle est plus fertile, elle ne sert plus à rien. Alors que si on regarde ça, si tu as vécu ta vie de femme, puis que tu t'es empuissancé dans chacun des passages, quand tu es rendu à ta ménopause, you're fucking powerful. C'est pas faux. Tu n'as même plus besoin de la beauté de ta vingtaine là, pour impressionner le monde. Tu peux être bien, bien ridé avec des cheveux gris, puis des seins tombants, parce que tout ton pouvoir il a été alchimisé là. Bah oui. Et c'est tellement ça, c'est tellement poétique en fait, quelque part. Et tu sais aussi, il y a quelque chose qui est quand même qui me rend dingue, c'est de me rendre compte, par exemple, que le congé maternité en France, c'est que 2 mois et demi. Ça, c'est vraiment, mais je trouve ça, mais j'en discutais pareil avec une étudiante indienne qui me disait, qui habite à Paris, qui me disait, mais moi, je comprends pas pourquoi vous êtes, le délai est si court, et je suis complètement d'accord avec elle. Elle m'expliquait qu'en Inde, c'était 6 mois minimum.
tu vois, de temps de congé, quoi, et 4 mois pour Il y les en a d'autres, hommes. c'est 1 an. Et il y en a d'autres, c'est 1 an. Ça, Ouais. c'est quand même, hyper dramatique. C'est Enfin, 2 mois et demi. catastrophique. Ouais. C'est vraiment, tu sais, comme quand tu regardes ça, tu vois l'importance que les femmes et les enfants ont pour la société. Donc, ils n'en ont pas. C'est comme accoucher, faites des bébés, mais on s'en fout de vous. Retournez au travail, puis faites-vous une dépression postnatale, on va vous donner des pilules pour que vous continuiez à travailler. Ouais. Mais c'est comme, c'est tellement, tellement pas holistique, c'est Mmh. tellement inconscient, Destructeur. catastrophique. C'est Ouais. catastrophique. C'est honteux. C'est Ça, c'est un honteux. vrai sujet, hein, qui devrait Ouais. vraiment revenir, quoi. Ouais. Parce Ouais. qu'il Ben, est souvent oublié. c'est ça. C'est un sujet qui est vraiment abordé là, dans ma préparation. Puis, tu sais, moi, c'est ça. Il y a beaucoup, tu sais, dans ce nouveau paradigme, il y a vraiment aussi un mouvement. C'est sûr qu'il faut avoir le privilège de pouvoir le faire, là, mais il y a vraiment un mouvement aussi de parents qui décident qu'on va faire autrement, tu sais. On va faire autrement. Puis, regarde, on quitte le travail, on reste à la maison, un des deux parents, etc., ou on navigue, tu sais, un parent à la maison, après l'autre va travailler, après là, on inverse, etc. Donc, tu sais, je pense que les familles font ce qu'elles peuvent pour naviguer ça. Des fois, tu n'as juste pas le choix de retourner à 2 mois puis mettre ton bébé chez la nounou. Mais c'est complètement débile. C'est sûr que s'il y a des mamans qui nous écoutent, qui viennent de retourner travailler là, avec un bébé de 2 mois et demi, c'est normal que vous soyez fatigué. C'est normal que vous ne voyez pas le bout. C'est normal que vous ayez des drôles de pensées parfois. C'est normal que vous en vouliez à votre bébé de se réveiller la nuit, même si vous savez que c'est pas de sa faute. C'est parce que c'est fucked up comme situation. Comme Non, mais c'est un c'est ça, le problème. système, on est d'accord que là, en fait, c'est ça, c'est vraiment, tu vois, dans un système de productivité où il faut toujours plus, toujours produire plus et c'est Ouais. hyper épuisant. Et Ouais. tout à l'heure, tu parlais des cycles menstruels, mais c'est pareil, en fait, le féminin, il n'est pas fait pour être tout le temps dans la productivité, dans le feu, comme dans l'Ayurveda. C'est Ouais. aussi le moment, des fois, de se connecter à sa créativité par phase. Et ça, je trouve que c'est un grand sujet aussi, quoi. Actuellement, on devrait s'adapter, en fait, au féminin. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Même si j'ai déjà Ben mon oui. idée. Ben oui, non, mais de toute façon, c'est toute la formation de 10 mois de l'école quantique, c'est autour de ça. C'est autour de la roue de la vie, comment on peut honorer ses passages, comment on peut honorer ses saisons intérieures, comment on peut mettre en place un mode de vie qui est en harmonie avec tout ça. Parce que c'est pas viable, là. C'est pas viable. Ça peut plus durer. Ça va durer encore, là, un bout. Mais le fait est que pendant que ça dure, il y a quand même un mouvement qui est en train d'émerger. Puis c'est ce que j'appelle le nouveau paradigme des familles. C'est que à chaque année, il y en a un peu plus, un peu plus. Puis, je veux dire, ça fait boule de neige, là. Mais c'est sûr que à un moment donné, il va falloir que les grandes organisations, puis les politiciens de notre monde prennent des décisions conséquentes. Parce oui, que tu sais, on sait que le suicide maternel est une des premières causes de mort, tu sais, chez les mères, tu sais. Fait que c'est quoi la cause de ça, tu sais? C'est surtout comment tout ça c'est fucked up, tu sais, puis que c'est pas construit autour du fait que ben, quand maman va bien, la famille va bien. Fait que comment on peut faire pour que la maman aille bien? Ben, on va la préparer en amont, on va l'accompagner, on va y redonner son pouvoir, tu sais, comme par les connaissances. Puis dans son pouvoir, elle va s'émanciper comme femme. Donc, elle va être en forme, donc elle va avoir des outils pour naviguer, tu sais. Mais là, c'est pas le cas, là. C'est pas le cas. Ouais. Mais en tout cas, c'est super parce qu'il y a des concepts comme le tien qui font bouger les codes, qui permettent aussi de justement le nouveau paradigme. Donc ça, c'est hyper encourageant. Et comme tu dis, alors c'est vraiment, boule effet de neige. Il y a de plus en plus de familles. Toi, tu constates vraiment qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça? Ben oui. Ben en tout cas, moi, dans mon monde à moi, c'est que ça que je rencontre.
Puis, tu sais, il faut que je me rappelle, là, des fois, comme, ah oui, tu sais, c'est pas tout comme dans ton monde, le monde, là. Tu sais, il y a des gens qui sont violentés, tu sais, dans leur accouchement, dans leur passe natale, tout ça, comme, il faut que je me rappelle parce que moi, ben, c'est ça ma réalité, tu sais, c'est avec ces familles-là que je travaille. Mais il y a quand même, tu sais, c'est pas que moi là, qui fais ça, je veux dire, c'est partout, c'est dans toutes les branches, tu sais, il y a de plus en plus de médecins, de sages-femmes, d'infirmières, tu sais, d'ostéopathes, chiro, name it, là, les professionnels qui allument, qui se disent ça n'a pas de sens. Comment on peut faire autrement? Qui s'informent, qui vont se former, tout ça, qui amènent des nouveaux trucs dans leur équipe, qui disent hey, attention, le gang, là, c'est peut-être qu'on peut faire autrement, tu sais. Fait que c'est mondial. Il y en a partout des gens comme ça. Mais c'est sûr que la dominance est encore l'hypermédicalisation. Ouais. Puis, tu sais, un petit mot peut-être sur comment dire ça? L'espèce d'effet miroir de ça. Puis là aussi, c'est aussi dangereux que l'hypermédicalisation. C'est l'hypernormalisation. Ça aussi, il y en a. Pour ramener le pendule comme il faut dans le milieu, il y a vraiment, en ce moment, il y a quand même un mouvement d'hypernormalisation. Et moi, je ne me situe pas là-dedans. Moi, c'est vraiment important de le dire. C'est pour ça que je dis toujours comme mon mantra, c'est entre science et sacré. Donc, je ne pense pas que la césarienne, on ne devrait jamais en faire. La césarienne, ça sauve des vies. La gestion active, ça sauve des vies dans certaines situations, etc. Fait que, moi, mon approche est vraiment entre science et sacré. Et la plupart du temps, quand on respecte, les choses se font, puis on n'a pas besoin d'aller chercher l'aide de la science. Mais en ce moment, en réaction à cette hypermédicalisation révoltante, dégueulasse, qui n'a pas de bon sens, il y a aussi un mouvement d'hyper-normalisation où là, tu sais, on va hyper-normaliser. Ah, ça, c'est normal, ça, c'est normal, ça, c'est normal. Et ça peut devenir vraiment dangereux, aussi dangereux que l'hyper-normalisation. Et encore là, ça revient à, ben, il faut avoir les connaissances. Il faut avoir le savoir. Il faut comprendre c'est quoi pour ne pas tomber là-dedans, puis savoir que s'il y a telle affaire qui arrive, puis que tu es en train d'accoucher dans le fond de ta jungle, ta yourte ou whatever, ben, il est temps que tu ailles chercher de l'aide, tu sais. Parce que là, ça se peut que ton bébé meure, ça se peut que tu sois dans le trouble. Parce que dans la vie, shit happen, tu sais. Il y a des familles qui perdent leur enfant, comme nous, à 19 ans, tu sais, il y a des accidents, puis il y a des shit happen. C'est pas parce que l'accouchement, c'est un processus physiologique normal, intime, qui appartient aux familles, qu'il n'y a jamais de choses terribles qui se passent dans l'accouchement. Fait que comment on navigue entre science et sacré avec conscience, confiance, ben c'est en ayant un minimum de connaissances, puis en étant responsable là-dedans. Très beau. En tout cas, on va terminer sur ces paroles. Justement, moi, ce que je retiens, c'est trouver l'équilibre. C'est vraiment ça, quoi. Tu nous parles des deux. C'est intéressant ce que tu dis. C'est vraiment l'un a besoin de l'autre. Et puis, c'est réussir à trouver cet équilibre entre toutes ces deux sciences pour pouvoir faire quelque chose de naturel, mais aussi, comment dire, sécurisant quelque part aussi, quoi. C'est optimal. Optimal. Restons sur le mot de la fin. Optimal. Merci, Evelyne. Justement, alors pour terminer, juste avant de se quitter, je pose toujours cette question en fait aux intervenants du podcast. Qu'est-ce que tu voudrais partager aux consciences qui s'éveillent? Ça peut être ce que tu veux à l'instant T. Voilà, ce que tu veux. Bon, j'ai envie de finir avec ma phrase qui est probablement une de mes citations les plus populaires. Depuis que le monde est monde, les femmes enfantent l'humanité. Ça veut dire qu'on vient toutes d'un utérus. Et l'utérus, c'est vraiment un chaudron d'alchimie qui crée la vie, qui crée les nouveaux humains sur Terre, mais qui peut aussi vraiment créer beaucoup, beaucoup de médecine. Et pas juste des bébés. Et c'est si on a le privilège d'être né avec un utérus ou de vivre
sa vie avec une personne qui a un utérus, qu'on s'identifie comme femme ou pas. Moi, je m'identifie comme femme all the way. Ben, tu sais, c'est vraiment... conscience que de réaliser que avec mon utérus, quand j'ai besoin de réponses, quand j'ai besoin de créer quelque chose, je peux aller visualiser mon utérus comme un chaudron de sorcière, là, puis aller brasser le liquide doré là-dedans, puis faire émerger mes plus grandes créations avec conscience. Waouh! Merci beaucoup, Karine. Merci pour cette superbe interview. Je partagerai bien sûr tous tes liens en bio. Je suis sûre qu'il y aura plein d'auditrices, peut-être même des auditeurs qui seront attirés, en tout cas captés par tout ce que tu viens de nous dire, nous partager aujourd'hui. Donc, je mettrai tes liens pour voilà, ton site internet et réseau. Merci pour tout ce que tu fais. Et puis, bien... J'invite toutes les personnes, c'est vrai, avant de quitter, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter. On sera aussi ravis avec Karine de lire vos avis, vos commentaires. Enfin, n'hésitez pas, juste à vous laisser guider, cheminer, voilà, ressentez, partagez. On sera très contente de pouvoir prendre connaissance de toutes ces belles paroles, tous ces mots, tous ces partages. On vous souhaite une excellente journée. Bon, journée parce que le podcast, il est toujours le matin. Hein. Il est posté à 7h30. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt, Karine. Au revoir à tous.